Bonjour à tous. On va commencer. Donc cette visite, elle a lieu suite à une opération d'inventaire de l'architecture du patrimoine qui a été réalisée en 2014 et 2015 avec pour thématique les villages à commun. Donc pour ce travail d'étude, je vais juste vous rappeler la méthodologie rapidement, histoire que vous compreniez comment on en est arrivé là, ici à la Bréjonnière aujourd'hui. On a donc travaillé sur l'architecture des villages, mais aussi les modes de vie dans ces villages-là. Donc on s'est appuyé à la fois sur les vestiges architecturaux anciens in situ dans les villages, mais aussi sur des documents cadastraux qui ont été en fait la première source de travail pour cette étude. Donc l'étude, elle s'est appuyée sur deux recensements. Un recensement des communs de villages qui existent encore actuellement selon les données cadastrales en 2014. On a une personne qui est présente ici qui a participé à ce recensement-là, Olivier Fouché, étudiant justement à l'époque en géographie, donc avec lequel on avait, avec l'université de Nantes, Ligarin, avec laquelle on avait un partenariat. Donc un gros travail de recensement de ces villages-là sur le territoire, pour lequel on a eu un résultat de 596 communs répartis sur 288 villages. Et un double recensement pour donner une épaisseur historique à cette étude dans le cadastre napoléonien. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, cadastre napoléonien, ou est-ce que vous souhaitez que je précise ce que c'est comme type de document ? C'est bon ? C'est bon pour tout le monde. Alors, donc on a regardé effectivement dans les états de section du cadastre napoléonien toutes les propriétés, toutes les propriétés foncières qui étaient communes à l'ensemble des habitants d'un même village. Pour ce recensement-là, on a eu un résultat d'environ 700 villages sur l'ensemble des 30 communes du pays du vignoble nantais. Donc on avait un corpus assez étendu de 1000 villages pour lesquels on a eu un travail de terrain assez important avec un chercheur de l'inventaire au service inventaire région Pays de la Loire qui a accompagné en fait techniquement et scientifiquement cette étude. Et à partir des constats que nous avons pu faire sur le terrain, sur ces 1000 villages, nous avons essayé de resserrer un corpus de 96 villages qui nous permettaient d'avoir une approche transversale, thématique de l'ensemble des dynamiques qui étaient liées à ce phénomène de village à commun sur le territoire. Parmi ces 96 villages, on en a sélectionné 12 qui ont fait l'objet d'une étude plus approfondie pour lesquels on a regardé à la fois l'architecture mais également les propriétés foncières des habitants sur le cadastre napoléonien, donc à 200 ans d'écart, et également justement les modes de vie et le rôle des communs dans ces modes de vie. Et parmi ces 12 villages, on a retenu la Bréjonnière parce qu'il nous paraissait intéressant à la fois du point de vue de l'architecture mais aussi du point de vue des usages des communs. Donc en fait aujourd'hui, par le biais de cette visite, je vous propose qu'on identifie ensemble les grandes caractéristiques qui font que la Bréjonnière est un village à commun typique. Ce sont des grandes caractéristiques qui sont à la fois architecturales, sociales, foncières, qu'on va retrouver sur la majorité des villages à commun qu'on a pu voir sur le territoire. Donc on va peut-être regarder le paysage pour commencer, donc je vous propose de me suivre. Alors, je vous propose qu'on se repère un petit peu mieux dans l'espace, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément du vignoble. Donc on est effectivement sur la commune de la Boissière du Doré, qui se trouve ici. Le terrain d'étude, c'était l'ensemble des 30 communes du pays du vignoble nantais. Vous avez ici sous les yeux, en fait, la carte des 596 communs répertoriés dans le cadastre de 2014. Donc nous, on se trouve ici, au sud-est de la commune de la Boissière du Doré, sur un site qui est en fait un site de plateau en pente douce. En pente douce, pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'implante à 700 mètres des rives de la Divate, qui est une rivière qui prend ses sources dans le Maine-et-Loire, donc département limitrophe, et qui ceinture en fait toute la Boissière du Doré et qui vient se jeter dans la Loire. Donc, par exemple, là, on a un point de vue sur le paysage. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voyez ? Quels sont pour vous les éléments ? La Divate dans le fond. La Divate dans le fond, effectivement. Oui. Non, le Maine-et-Loire est plus sur la gauche.
Et du point de vue de l'activité agricole, si on peut en parler comme ça, on parle de pays du vignoble nantais. Vous trouvez qu'on est sur un paysage typique? Non, hein. Effectivement, on est... Exactement, on est sur un paysage de transition, c'est-à-dire qu'on a devant nous surtout des prairies semi-ouvertes qui font penser au bocage des Mauges qu'on trouve juste à côté, vu qu'on est en bordure limitrophe du Maine-et-Loire. Donc ce sont des prairies semi-ouvertes encadrées par des haies qui effectivement rappellent l'activité agricole sur ce type de territoire. Elle est rappelée ici aussi de façon actuelle avec un hangar que l'on peut voir d'ici, vu qu'il y a toujours une activité agricole sur le village. La vigne, elle n'est pas inexistante. Derrière vous, vous avez des parcelles de vignes qui sont toujours présentes. Elles sont marginales, on n'en a presque pas par rapport au cœur du vignoble nantais, mais elles sont toujours présentes sur le paysage. Je vous propose qu'on compare justement avec le cadastre napoléonien. Le cadastre, il date de 1808. Alors, j'en ai fait des reproductions si vous voulez vous mettre par petits groupes parce que c'est plus simple pour suivre. C'est rapide, mais ça nous permet de bien comprendre l'évolution du paysage. Le village de la Bréjonnière se trouve ici. Vous avez deux chemins. Un chemin qui passe par le nord et un chemin qui passe par le sud. Donc ce sont les deux routes qui sont toujours présentes aujourd'hui depuis le bourg de la Boissière que vous avez pu emprunter, soit par le nord depuis ce côté-là, soit par le sud depuis ce côté-là en passant devant le terrain de foot. Vous avez une organisation qui en fait nous indique une activité de polyculture vivrière déjà en 1808. C'est-à-dire que vous avez les bâtiments qui sont installés ici. Sur le pourtour, en verre hachuré, vous avez les jardins qui sont à proximité directe des habitations. Autour encore, de façon marginale, déjà au début du 19e siècle, vous avez des vignes qui devaient certainement être destinées plus à une consommation individuelle qu'à une production et une ressource financière pour les habitants. Et tout autour, des terres labourables en grande majorité qui s'organisent autour du village. Au nord, ces terres labourables, elles sont bordées par des bois et des landes qui forment en fait un périmètre de transition avec les fermes alentours. Et de façon assez logique, tout le long de la Divate, en zone humide, au sud et à l'est, vous avez les prés qui bordent en fait le village. Donc tout ça pour vous dire que le cadastre, déjà, quand on a commencé à l'étudier pour étudier ce village-là, ça nous a permis d'identifier de suite le fait qu'on n'était pas forcément sur une activité viticole importante, mais plutôt sur une activité de polyculture vivrière, schéma que l'on retrouve assez régulièrement sur les villages à commun sur le territoire. Cette impression, bien sûr, comme on fait de l'inventaire et qu'on s'appuie sur une architecture existante, on a essayé de la confirmer par le travail de terrain. Donc déjà, là où on est, on peut peut-être se retourner et vous allez me dire si vous voyez des bâtiments qui vous paraissent témoigner justement d'une activité agricole sur le village. Effectivement. La grange à pile là. Voilà, la grange à pile. C'est le type de bâtiment qu'on retrouve régulièrement ici à la Bréjonnière, vu qu'on en a au moins 4 ou 5, soit à pile ronde, soit à pile carrée. La grange, elle permettait de stocker du foin, de la paille, mais aussi du matériel agricole. Et donc on en retrouve beaucoup. Vous avez sur la droite, je vous propose qu'on avance pour que vous puissiez voir d'autres bâtiments agricoles. Vous avez ici une belle soue à cochon, effectivement. Alors c'est donc ce sont des petits bâtiments en appentis qui permettent effectivement de réserver un espace pour les porcs. C'est identifiable par ce petit muret extérieur qui permettait d'avoir un accès pour les porcs à l'extérieur, mais quand même de les contraindre dans un espace. Et surtout, cette porte basse est assez typique justement de ces petits bâtiments, mais également la fenêtre en jour, toute simple, qui permet d'avoir en fait de l'air, mais pas forcément, qui n'apporte pas de lumière, ce qui n'était pas forcément nécessaire. À gauche, vous avez un autre appentis. Cet appentis, il est de taille plus importante. Son mur, qui devait être aveugle, je le pense, avant, a été ouvert au XXe siècle. En tout cas, la maçonnerie là est récente.
De l'autre côté, vous avez en fait une porte que vous pourrez voir qui a été fermée au 19e en moellon de schiste. C'est une porte simple. On pense certainement que ça devait être un appentis, plutôt un abri pour des brebis, pas forcément des bestiaux plus importants comme des bovins, mais en tout cas certainement un espace pour abriter les animaux. Je propose qu'on aille voir d'autres bâtiments. Peut-être que vous pouvez me dire de vous-même déjà à quoi servaient ces bâtiments, ces deux bâtiments côte à côte. Et à quoi vous pouvez dire que c'est une maison? Exactement. Alors là, alors toujours, certainement, peut-être, je ne sais pas, mais effectivement, c'est une disposition assez récurrente. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la porte et la fenêtre, elles ont été remaçonnées, donc il est difficile d'être certain du fait qu'elles aient toujours été là, mais je peux vous le dire par rapport à d'autres maisons qui ont été vues sur le vignoble, c'est assez effectivement classique d'avoir la porte et la fenêtre à côté. La cheminée, effectivement, c'est le marqueur aussi fondamental du fait qu'on est sur un bâtiment qui a été habité par des humains. Donc vous avez effectivement devant vous deux maisons qui sont présentes sur le cadastre de 1808, dont une a un appentis à coller. Comme elles sont assez similaires, on va d'abord regarder la première pour essayer de décrire ensemble les matériaux, puis les volumes aussi, et puis on va essayer de voir l'organisation intérieure sur la deuxième, où pour le coup le mur étant écroulé, ça nous permet d'avoir une vue sur l'intérieur de la maison. Donc peut-être qu'on peut essayer de lister ensemble justement les matériaux qui sont utilisés pour cette maison, s'il y en a que vous reconnaissez. Les pierres de schiste, effectivement, les pierres de schiste, c'est le matériau local, en fait. Ça nous donne l'indication sur le fait qu'on est sur des carrières locales qui ont été utilisées pour construire ces maisons-là. On est sur de tout petits moellons et les murs sont montés donc avec ces moellons de schiste à la terre. Vous avez quoi d'autre comme matériau? La tuile. La tuile, effectivement, est un matériau récurrent qu'on trouve pour la majorité des toitures ici sur le vignoble nantais. On parle de tuiles creuses, voilà, ou tiges de bottes, effectivement, qui sont prises en fait dans la maçonnerie. La brique, on pense que c'est certainement un remaniement du 19e siècle. On a sur effectivement un type de matériau de briques fines qui va se diffuser au 19e avec justement la diffusion du style de l'architecture rustique à l'italienne qui est à la base plutôt une architecture que vous pouvez voir à la Garenne-le-Maux notamment et qui après se diffuse dans les communs, mais les communs de châteaux plutôt et de domaines. Donc certainement un remaniement ici d'une maison, mais plutôt au 19e siècle. Vous avez aussi d'autres matériaux qu'on voit sur l'appentis, peut-être pour ceux qui sont de ce côté-là. Il y a du tuffeau, effectivement. Alors si vous regardez la forme de la fenêtre, très clairement ce n'est pas une fenêtre d'origine. Je trouve que c'est intéressant de le noter juste parce que là on est sur une superposition de styles architecturaux qui est assez détonnante. On est sur un style gothique en tuffeau. Ça s'explique par le fait, il me semble, que le propriétaire est tailleur de pierre. Oui, c'est ça. D'accord, oui c'est ça, je me rappelle effectivement. Donc taille de la pierre et en fait insertion d'une baie en tuffeau, mais c'est absolument pas classique et on ne trouve pas ça sur l'architecture rurale typique des villages à commun.